consommation, parce que je crois qu'une majorité dans l'époque contemporaine, l'époque moderne dans laquelle on est, les goûts minéraux ne sont plus vraiment dans l'air du temps. Donc je ne suis pas certain qu'une majorité de gens va aller des Riesling de 20 ans. Je pense qu'une majorité de gens va par contre être unanime pour dire qu'entre 5 et 10 ils seront magnifiques. Oui. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les garder, mais je conseille à ceux qui veulent garder des Riesling d'en acheter 12 dans le même vin, d'en consommer 6 dans les premières années, et ensuite d'en consommer au fur et à mesure pour vraiment qu'ils évaluent à quel moment ils vont les préférer. D'accord, donc on achetait en quantité suffisante. Non, je crois que le Riesling mérite qu'on en mette plusieurs bouteilles dans sa cave. Si on n'en met que 3, la question va se poser quand on va les boire. L'avantage d'une caisse de 12 bouteilles, c'est qu'on peut en consommer jeune et puis se faire plaisir sur des arômes de fruits et de fleurs, mais on peut aussi voir ce que ça donne en vieillissant. S'il faut attendre les 3 bouteilles qu'on a achetées et qu'elles aient 20 ans, on attend d'être frustré avant. Donc je crois que le Riesling mérite qu'on encadre un peu et qu'on achète aussi dans des quantités où on puisse l'apprécier jeune, parce que jeune, il est plus dans l'air du temps, il est plus sur des arômes de fleurs et de fruits, qui sont les arômes que aujourd'hui la plupart des gens préfèrent. Les arômes purement minéraux, il n'y a plus tellement d'exemples de vins qui sont dans le pur minéral, c'est très rare. Ouais, ça a tendance à disparaître. Oui, on a les Riesling. Il faut une éducation pour le purement minéral, il faut une culture, c'est-à-dire il faut y arriver, il faut un cheminement, il faut avoir bu beaucoup de vin pour comprendre cela. Malheureusement, on peut être buveur sans en être à ce stade, donc il faut laisser le temps aux gens d'y arriver. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à boire du Riesling, on ne revient pas en arrière, on ne peut pas retourner à boire autre chose. Mais il faut y arriver, il faut monter l'échelle pour y arriver. Le chardonnay, ce bois, il s'apprécie plus facilement, le Gewürz aussi, et on arrive un jour, si on progresse, tout à fait naturellement vers le Riesling. Et quand on est arrivé à ce stade-là, on sait qu'au-dessus du Riesling, il n'y a pas grand-chose. Malheureusement. Ou heureusement. Je ne sais pas si c'est heureusement malheureusement. La question. Si le Riesling était plus facile, il aurait un marché plus gros. C'est aussi ce qui fait sa qualité, c'est le fait qu'il faut une part d'éducation chez celui qui le consomme. Il y a des cépages où on peut être complètement néophyte et dire c'est formidable, le Riesling jamais. C'est très rare qu'un Riesling soit apprécié par quelqu'un qui met la première fois son nez dans un vin. Ah, tout à fait, parce que c'est un raisin qui est quand même complètement difficile de compréhension, qui peut être arrogant. Qui peut surtout être un peu trop construit sur l'acide. Et je pense que le Riesling est grand quand les acides sont mûrs. C'est comme un grand rouge. Un grand rouge est grand. Un rouge est grand, non pas quand le sucre est grand, mais quand les tanins sont là. Les tanins sont nobles et complexes. Et c'est exactement la même chose pour un vin blanc, sauf que pour un vin blanc, c'est l'acidité qui doit être mûre, gourmande et présente. Donc très souvent, des vins pas mûrs, les acidités sont excessives, elles sont vertes, elles sont agressives, elles sont pinçantes. Et puis, parallèlement, c'est quand les acidités excessives ont poussé beaucoup de gens à faire des vins trop mous, parce que le mou, ça va pas heurter le monde, donc ça va draguer le plus de suffrage. Donc on assiste à beaucoup de vins blancs qui n'ont plus d'acidité du tout. L'acidité rabotée, cachée par des sucres, enrobée dans une matière trop importante. Mais le grand vin blanc est un vin qui a une tension gourmande. Et c'est l'exercice le plus difficile à accepter. Et puis à réaliser en tourbillon, parce que faire à la fois un raisin mûr et un raisin qui est sec et qui est tendu, c'est très compliqué. Aujourd'hui, c'est finalement très facile de faire des raisins qui ont trop de sucre. Très facile. C'est pas compliqué. Ce n'est plus comme il y a 20 ans où c'était compliqué de faire un raisin sucré. Aujourd'hui, le raisin sucré, c'est ce qu'il y a de plus banal. Tout à fait. Le sucre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus banal dans un raisin. Dans un raisin, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est plus simple à produire. Absolument. De toute façon, ce qui fait la richesse des vins, et puis son prix également, c'est uniquement l'acidité. La qualité de l'acidité, absolument. La qualité de l'acidité. La force de l'acidité, absolument. Là, dans un point de vue purement technique, le vin est composé d'acide tartrique. Et c'est vrai que cette acidité se retrouve dans aucun fruit, notamment dans ses proportions. Oui. C'est le seul fruit qui a de l'acidité. C'est le seul fruit qui a de l'acidité. C'est le raisin. Et en fortiori le vin. Qui est une acidité noble.
et qui... L'acidité très structurante, c'est Ouais. une acidité qui est une forme de charpente. L'acide malique est une acidité, l'acide de pomme, qui est un acide très présent dans les fruits, particulièrement dans la pomme. Et quand vous pensez à la pomme, dans une pomme golden, voilà, c'est ça l'acide malique. Ce que vous sentez quand vous croquez dans une pomme golden ou dans une pomme Granny Smith, encore mieux. Une Granny Smith, vous avez vraiment une caricature de ce que c'est l'acide malique. Ouais, complètement. Une acidité beaucoup plus agressive. Verte et pointue. Voilà, tout à fait.